Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu samedi dernier qui a reçu le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, au palais de l'Ittihadiyya, où une réception solennelle a eu lieu. Après leur tête-à-tête, les deux hautes personnalités ont été rejoints par les membres de leur délégation pour une réunion bilatérale suivie de la signature des accords de coopération entre les deux pays. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli son homologue rwandais Paul Kagame en Égypte et a exprimé son appréciation pour les relations historiques entre les deux pays. Le président a confirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération stratégique avec le Rwanda dans divers domaines, notamment au niveau économique, commercial, sécuritaire et militaire, en plus de convoquer le comité mixte entre les deux pays dans les meilleurs délais. Cela s'ajoute au renforcement de la coordination, de la concertation et des échanges de vues entre les deux parties dans le cadre de l'Union africaine. Le président a confirmé la volonté de l'Égypte de soutenir les besoins de développement du Rwanda, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation, en optimisant les investissements des entreprises égyptiennes spécialisées qui ont acquis une vaste expérience et expertise dans ces domaines, en transférant également l'expertise et en renforçant les capacités par le biais de cours et des subventions offertes par l'Égypte pour contribuer à la constitution de cadres rwandais. Le président Kagame a exprimé la grande appréciation de son pays pour la relation historique de longue date et distingué qu'il partage avec l'Égypte, soulignant le souci du Rwanda de développer ses relations dans divers domaines, notamment le commerce et la coopération économique. Il a ajouté l'intérêt de son pays à maximiser l'appui technique fourni par l'Égypte au cadre rwandais dans le domaine du renforcement des capacités ainsi qu'à recevoir le soutien des entreprises égyptiennes travaillant dans le domaine des infrastructures à la lumière de l'ambitieux programme de développement que le Rwanda cherche à mettre en œuvre. Après leur tête-à-tête, les deux dirigeants ont été rejoints par les membres de leur délégation pour une réunion bilatérale suivie de la signature des accords de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont présidé la signature des accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que la technologie de l'information ou de la communication, l'héritage culturel, la jeunesse, le sport et la diplomatie. Le président Kagame a indiqué que les accords entre le Rwanda et l'Égypte constituent un point de départ important pour l'accélération du marché continental africain. Il a ajouté que ça constituera d'énormes opportunités pour les jeunes entrepreneurs des deux pays et à lui de préciser que c'est essentiel pour le développement durable du continent. Réunis en sommet quadripartite vendredi dernier, le 25 mars, à Aqaba, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Irak ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et économique après avoir échangé sur les derniers développements régionaux et internationaux. Le roi Abdallah II de Jordanie a accueilli vendredi le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi pour discuter des développements régionaux et internationaux. Selon la chaîne publique Al-Mamlaka, la réunion qui s'est tenue à Aqaba, au sud de la capitale Amman, était consultative. Cette réunion survient avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région. Il se rendra en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars pour parler de l'Iran et du conflit israélo-palestinien, mais aussi pour intensifier les efforts sur la question de la guerre russe en Ukraine, selon le département d'État. M. Blinken doit notamment participer en Israël à une série de rencontres diplomatiques avec les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Maroc et de Bahreïn. Lundi 21 mars, le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Ben Zayed, s'est rendu à Sharm el-Sheikh où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays et des développements régionaux et internationaux. En juin dernier, Bagdad a accueilli un sommet tripartite entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi et le roi jordanien Abdallah II. Au menu des discussions, les questions régionales ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre l'Irak, la Jordanie et l'Égypte dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du commerce. Les dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et économique. Ils ont également discuté d'une solution politique à la guerre en Syrie selon les résolutions des Nations Unies qui préserveront la sécurité et la stabilité du pays et fourniront les conditions adéquates pour le retour des réfugiés.
Les dirigeants arabes ont aussi appelé à renouveler les efforts pour aboutir à une paix juste et globale entre Israël et les Palestiniens ainsi que la création d'un État palestinien indépendant. Enfin, ils ont salué le rôle de l'Égypte dans la négociation d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza après un conflit de 11 jours en mai et la promesse du Caire d'aider à reconstruire l'enclave palestinienne. Le président al-Sisi a jugé impératif de conjuguer les efforts de tous les pays du Moyen-Orient pour faire face aux défis qui menacent la région et rétablir la sécurité et la stabilité. Les dirigeants arabes ont souligné la nécessité d'intensifier les consultations et de maintenir la coordination entre leurs pays à la lumière des développements internationaux et régionaux successifs qui exigent une coopération conjointe pour relever les défis communs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la femme égyptienne était l'architecte de la gloire de la patrie, la source de dignité et de force du pays et de l'espoir dans les temps durs. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors de la cérémonie organisée mardi 22 mars en l'honneur de la femme égyptienne et de la mère idéale 2022 au centre El Manara pour les conférences internationales au Nouveau-Caire. Dalia Karam nous donne plus de détails sur cette cérémonie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la femme égyptienne était l'architecte de la gloire de la patrie, le support solide de sa reconstruction et de son essor, la source de dignité et de force du pays et de l'espoir dans les temps durs. Lors d'une cérémonie organisée mardi en l'honneur de la femme égyptienne et de la mère idéale 2022 au centre Al-Manara pour les conférences internationales au Nouveau-Caire, le chef de l'État a rendu hommage et exprimé son appréciation pour la valeureuse femme égyptienne. Le président al-Sisi a appelé à ce que la célébration de la femme se fasse aujourd'hui et tous les jours et que ce soit une occasion pour la remercier, les apprécier, vénérer leur rôle et leur exprimer notre reconnaissance pour leur sacrifice. Le président al-Sisi a dit être personnellement fier de cette cérémonie qui est devenue une tradition chère et qu'il considère comme une médaille d'honneur de la part de l'État à toutes les femmes égyptiennes pour leur rôle honorable en tant que partenaire de lutte, de succès et de travail. C'est là non une faveur mais un droit fondamental qui lui appartient et nous devons tous en faire de cet engagement un mode de vie sans lequel aucun succès ne pourrait être réalisé, a assuré le président. La femme égyptienne est appelée plus que jamais à participer sérieusement et de manière constructive, comme d'habitude, aux deux autres étapes de la nouvelle République où sont entrepris de nouveaux projets nationaux qui visent à investir dans le capital humain, a poursuivi le président. Il a souligné qu'il comptait beaucoup sur sa force, sa prise de conscience et sa sagesse pour faire réussir le projet national de développement de la famille égyptienne qui a pour but d'améliorer la qualité de la vie du citoyen et de toute la société. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement d'entreprendre des réformes législatives et juridiques qui fixeront un cadre soutenant l'autonomisation de la femme sur le marché du travail et encourageront la distinction gouvernementale. Le président a également demandé à l'exécutif d'assurer une protection à la femme contre la violence physique en milieu familial et de modifier les dispositions du code pénal relatives aux témoins et aux dénonciateurs de crimes de harcèlement, de violence ou de viol, tout en durcissant les sanctions prévues contre la divulgation d'informations dans ce genre de crimes et contre le non-enregistrement des nouveau-nés. Les ministères de la Solidarité sociale et de la main-d'œuvre ont été incités à construire davantage de centres de services pour la femme active dans toute la République et le ministère de la Justice, avec d'autres partis, a appelé à modifier la loi prévoyant un congé de maternité de 4 mois pour permettre à la femme de prendre soin de son enfant de moins de 6 mois. Les ministères ont reçu l'ordre d'étendre la sécurité sociale aux mères chefs de famille, aux femmes âgées et aux handicapés dans les gouvernorats frontaliers. Arrivé hier en Israël, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu une conférence de presse avec ses homologues des États-Unis, d'Israël, des Émirats, du Bahreïn et du Maroc. Cette visite intervient en réponse à une invitation adressée par le chef de la diplomatie israélienne. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Ahmad Hafez, porte-parole officiel sur Twitter. Le sommet qui se tient en Israël avec la participation d'Anthony Blinken a été appelé le sommet de Negev. Le gouvernement égyptien suit de près les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les prix mondiaux et les chaînes d'approvisionnement qui coïncident avec une hausse significative et accélérée du taux d'intérêt
à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Baït. Il a ajouté que le gouvernement planifie pour faire face de manière positive et résiliente à ces défis internationaux selon le scénario le plus difficile. L'Égypte, touchée de plein fouet par la hausse des prix des matières premières liée à la guerre russe en Ukraine, a demandé le soutien financier du FMI, Fonds monétaire international, a indiqué l'institution mercredi. L'Égypte dépend fortement des importations de blé, d'huile, de tournesol en provenance de Russie et d'Ukraine et subit de plein fouet l'actuelle flambée des prix des matières premières. Le taux d'inflation y atteint 10% sur un an en février en raison principalement d'une hausse des prix des aliments de 20%. Un ensemble de mesures politiques macroéconomiques et structurelles atténuerait l'impact de ce choc sur l'économie égyptienne, protégerait les personnes vulnérables et préserverait la résilience et les perspectives de croissance à moyen terme de l'Égypte, a souligné la chef de mission du FMI, Céline Allard. À cette fin, les récentes mesures prises par les autorités pour étendre la protection sociale ciblée et mettre en œuvre la flexibilité du taux de change sont des mesures bienvenues. L'autorité du canal de Suez a indiqué qu'elle allait ajouter 15% aux droits de transit normaux pour les pétroliers et les navires chargés de produits pétroliers contre 5% actuellement. Ces augmentations prendront effet à partir du 1er mai et pourraient être révisées ou annulées ultérieurement en fonction de l'évolution du transport maritime mondial. Un commentaire de Dalia Karam. L'Égypte a annoncé cette semaine qu'elle allait augmenter les droits de transit pour les navires, y compris les pétroliers passant par le canal de Suez, l'une des voies navigables les plus importantes au monde. L'autorité du canal de Suez a indiqué sur son site web qu'elle allait ajouter 15% aux droits de transit normaux pour les pétroliers et les navires chargés de produits pétroliers contre 5% actuellement. Ces augmentations prendront effet à partir du 1er mai et pourraient être révisées ou annulées ultérieurement en fonction de l'évolution du transport maritime mondial. Les nouvelles augmentations sont des amendements aux hausses de surtaxes imposées en mars aux navires passant par la voie navigable. L'autorité du canal de Suez a indiqué que les frais de surtaxe pour les chimiquiers et autres navires citernes de vrac liquide passeront de 10 à 20%, tandis que les navires de vrac sec en charge et sur l'Est verront leur surtaxe passer à 10%. Les navires transportant des véhicules, les cargaisons générales et les navires de transport lourd, ainsi que les navires polyvalents, subiront une augmentation de 14% contre 7% auparavant. Les pétroliers de brut et de produits pétroliers sur l'Est qui transitent par le canal doivent toujours payer une surtaxe de 5% des droits de transit normaux. Sur son site web, le canal de Suez indique que ces augmentations sont conformes à la croissance significative du commerce mondial et au développement de la voie navigable et à l'amélioration du service de transit. Premier acte en faveur de l'Égypte. Alors, les Pharaons se sont imposés face aux Lions de la Teranga 1-0 vendredi dernier dans le cadre du match aller des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 au Stade international du Caire. C'est un but de Salio 6 contre son camp, marqué dès la 4e minute que l'Égypte a pris sa revanche de la dernière finale de la CAN perdue contre le Sénégal. Le but a été signé par Mohamed Salah. Mohamed Salah a entrouvert la voie du Mondial 2022 à l'Égypte grâce à un succès 1-0 face au Sénégal en barrage aller vendredi 25 mars au Caire lors d'un remake de la finale de Coupe d'Afrique des Nations. En larmes à l'issue des tirs au but qui avaient sacré le Sénégal de son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané début février, Mohamed Salah a pris un début de revanche et une option sur la qualification avant le match retour mardi 29 mars à Diamniadio, près de Dakar. Salah est un des meilleurs joueurs du monde. Nous voulons qu'il nous emmène à la Coupe du Monde, avait lancé après la finale de la CAN Dia Al-Sayed, adjoint du sélectionneur Carlos Queiroz. Moins de 2 mois plus tard, les Pharaons n'ont pas encore leur billet pour la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, mais leur attaquant vedette a été décisif lors de la première manche.
Une frappe en pivot du gauche déviée sur la transversale par le gardien Edouard Mendy a rebondi sur le défenseur Salio 6 pour se transformer en but contre son camp dès la 4e minute. Certes, Salah a été un peu chanceux, mais ce but a symbolisé la détermination d'entrée de l'attaquant. Cette ouverture du score précoce a fait chavirer les 75 000 supporters Kairote. Quelques minutes plus tard, l'équipe d'Aliou Cissé a encore joué de malchance avec la sortie sur blessure du défenseur du Paris, Ado Diallo, à la 12e minute. En début de deuxième période, Sadio Mané a sonné la révolte, mais le héros de la finale de la CAN, auteur du dernier tir au but, n'a pas réussi à remettre les deux équipes à égalité. Les Égyptiens se sont même montrés dangereux en fin de rencontre sur une tentative de retourner de Mostafa Mohamed et une frappe de Trezeguet. En s'imposant sur le score d'un but à 0, les Pharaons aborderont le match retour prévu dans 4 jours à Dakar en ballottage favorable dans le stade flambant neuf de Diamniadio. Après la deuxième manche, un seul attaquant des Reds s'envolera pour le Qatar fin novembre. Le souffrage du ver, un art ancestral toujours pratiqué au Caire, notamment dans le quartier de la Cité des Morts, près de la citadelle. Venez admirer le travail savamment effectué et choisir un lot de verre, carafe, soucoupe et luminaire en verre soufflé traditionnel. Un plaisir pour les yeux qui, plus, est bien utile et décoratif. Voyons ensemble. Au Caire, au cœur de la Cité des Morts et du quartier fascinant et surpeuplé d'El Gamaleya, survivent les derniers dépositaires du soufflage du verre. La technique du verre soufflé, née de confluences syriennes, égyptiennes, perses ou même de la barbarie orientale, a connu son apogée au temps des pharaons, par la confection de pièces telles que les vases pharaoniques. Plus tard, au temps des califes, son style et ses techniques de confection ont évolué, consacrant une renaissance de cet art. La propagation de l'islam instaura un style nouveau, comme l'attestent les magnifiques lampes qui décorent les mosquées du Caire. Le verre soufflé est pourtant un art qui se meurt. Il est très difficile aujourd'hui d'établir le nombre exact de maîtres verriers en Égypte. Une chose est sûre, il se compte sur les doigts d'une main. Mettant en application depuis longtemps les principes écologiques de récupération des déchets, les souffleurs de verre fabriquent à partir de verres cassés et de bouteilles en tout genre, des verres, carafes, bols, vases, coupes et autres. Le souffleur de verre va opérer les 3 étapes de la confection du verre, la condensation de la pâte, le soufflage, puis la fabrication des fonds. Il extrait du four à l'aide d'une canne en fer d'environ 1 mètre de long, un morceau de verre en fusion qu'il fait rouler sur le marbre de la table. Ensuite, il souffle dans sa canne pour donner la forme voulue, puis fabrique le fond et termine par la décoration et l'accessoirisation de l'objet. Il serait impardonnable de passer à l'oasis de Farafra sans rendre visite à cet incroyable petit musée qui abrite les créations signées Badr, un artiste à l'oasis qui pratique ses arts, peinture et sculpture sur divers matériaux. Son inspiration et ses thèmes tournent autour de la vie de l'oasis et ses habitants. Voyons ensemble. Autodidacte qui encapsule la vie locale dans la sculpture, l'huile et l'aquarelle. Il a façonné les modèles en argile locale dans des postures illustrant l'artisanat et les passe-temps des gens de l'oasis de Farafra et les expose dans un musée construit sur mesure avec une collection d'objets locaux. C'est également une mine d'informations sur la vie et la culture de l'oasis. Certains travaux les plus frappants de Badr sont en craie locale dont il sculpte les figures et les caractéristiques distinctives. 2 dromadaires gravés encadrent l'entrée du petit musée. L'œuvre est très variée. Bas-reliefs graves dans les murs, sculptures, aquarelles, tableaux de sable colorés, collections diverses de minéraux et de fossiles. Sur les murs, des figures animales et des calligraphies. Ici, contrairement à nombreuses œuvres contemporaines, tout fait sens. La visite commence à la première étage avec des tableaux employant des matériaux naturels, des sables, des bois usés du désert qui ressemblent aux bois flottés abandonnés par la mer sur les plages.
Les aquarelles restituent le village de Farafra avec ses maisons de terre qui déjà n'existent plus. Au rez-de-chaussée, on pénètre dans le studio de l'artiste. Les outils de l'artiste participent à la composition. Badr explique que maintenant il a trouvé plus de sérénité et qu'il travaille maintenant une autre matière, un beau grès veiné d'orange dans lequel il sculpte de beaux animaux aux formes harmonieuses. L'artiste aime beaucoup les personnages en terre qui racontent tout un monde, les vieillards au café, les artisans travaillant le bois ou la laine. À part, dans une autre pièce, comme il se doit les femmes au travail, 2 d'entre elles actionnent une meule, une autre en habit coloré pile. Un mur sépare la cour en 2 parties. 2 belles jarres sont alignées. Elles contiennent les sables colorés qu'utilise l'artiste dans ses compositions qui ont tous des teintes naturelles, sauf le bleu. Le sable noir et le marron proviennent des sources hydrothermales. Sur les couvercles, les poignées sont des têtes humaines de la couleur du sable de la jarre. Alors, puisque nous sommes en train de parler de Farafra, alors le désert blanc fait partie de ce que l'on appelle le désert occidental ou désert libyque. Il s'étend de la rive gauche de la vallée du Nil jusqu'à la Libye. Le désert blanc se situe au nord de l'oasis de Farafra, la plus grande de toutes les oasis égyptiennes. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le désert blanc est un rack du désert libyque, dans le nord-est du Sahara, entre les oasis égyptiennes d'Al-Farafra au sud-ouest et d'El Bahariya au nord-est. Il doit son nom à son sol formé de calcaire blanc, contrastant avec les racks environnants de sable jaune. Sous un ciel bleu profond, ces joyaux naturels qui représentent de majestueuses sculptures naturelles de craie à la blancheur immaculée s'étalent sur 3000 mètres carrés. Dans cette partie orientale du Sahara, la température peut dépasser 45 degrés centigrades en été. La pluie ne tombe que très rarement dans l'année, voire pas du tout. Le vent désertique peut se lever et créer d'immenses tempêtes de sable. L'aridité des lieux est extrême. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles, ce qui leur donne ces formes étranges et intrigantes. La roche est modelée par l'érosion éolienne en champignons de pierre, dont la plus connue est le doigt de Dieu. Ces édifices naturels semblent avoir été posés sur le sable jaune qui les entoure. Un paysage magnifique niché entre les dunes de sable que vous pouvez admirer en chameau, à pied ou depuis un véhicule tout-terrain de location lors d'un trek de plusieurs jours. Le désert blanc d'Égypte offre un spectacle impressionnant. Il est si somptueux qu'il faut l'avoir vu une fois dans sa vie.